Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bayard Media Développement et Ligatus avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Les CMP sont-elles RGPD compatibles ? Depuis le 25 mai 2018, date de l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement général de la protection des données, les Consent Management Platforms ont fleuri sur un bon nombre de sites Internet. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ce phénomène ? Est-ce une obligation ? Pour en discuter, Michael Froment de Commanders Act, Amaury Deloy de Nano Interactive, Étienne Drouard de KNL Gates, Olivier Arcangelo de Verizon Media. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet stratégique, non pas seulement pour l'écosystème publicitaire digital, mais pour l'ensemble de l'écosystème économique français, voire international, ou européen en tous les cas, à savoir le RGPD, mais surtout une fonctionnalité propre à certains sites Internet qui est la CMP, la Consent Management Platform. Donc pour commencer, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer, et je demanderai ensuite aux autres interlocuteurs ici présents de faire de même, nous expliquer en quoi consiste un Consent Management Platform et quelle est sa fonction ? Bien sûr, donc la fonction principale de la CMP, Consent Management Platform, ça va être de recueillir un consentement utilisateur sur un site Internet dans le but de savoir si les différentes technologies branchées à ce site vont pouvoir utiliser la donnée personnelle de cet utilisateur dans le but d'accomplir certaines actions. Donc ça peut être la diffusion de publicité, ça peut être de l'analytics ou d'autres objectifs bien concrets. Mais concrètement, ça va être le recueil du consentement dans le but de savoir si on peut utiliser cette data. Merci Olivier. Michael ? Oui, très simplement, la plateforme de recueil de consentement, elle prend la forme du petit bandeau que tout le monde connaît depuis le lancement du RGPD le 25 mai. Et ce qu'on appelle plateforme, c'est justement à la fois cette partie visible qui est le bandeau, mais aussi le back-office qui permet de venir travailler sur le contenu, la forme, le design de cet élément-là, de façon à ce que la marque puisse adapter au fil de l'eau sa stratégie de recueil de consentement à l'évolution soit de la réglementation, soit de sa propre analyse de ce qu'il est bien de faire. Merci Michael. Amaury ? Donc une plateforme, c'est une plateforme techno qui est dédiée spécifiquement à cette collecte, à cet enregistrement de données et à la restitution, et aussi qui intègre une forme d'attestation des consentements qui sont donnés par les consommateurs dans le domaine de cette fameuse gestion des données personnelles. Ce bandeau, anciennement, on avait déjà un petit bandeau sur l'acceptation des cookies qui s'est transformé en quelque chose d'un peu plus riche et qui permet d'avoir une lisibilité et potentiellement une mise en action aussi de l'internaute sous-exploité à date, ce qui était déjà le cas sur Your Online Choice, qui permettait déjà d'avoir une vision complète des cookies, et sur lequel, aujourd'hui encore, ils ont une capacité de pouvoir agir pour accepter ou ne pas accepter un certain nombre de mécaniques et de données qui sont prises pour différentes fonctions. Merci Amaury. Étienne, donc tu représentes, j'allais pas dire la loi parce que c'est quand même un peu trop fort, mais en tout cas, en tous les cas, tu es avocat et tu es directement concerné par toutes ces questions puisque tu as de nombreux clients qui se posent un certain nombre de questions depuis le 25 mai 2018 autour du RGPD. Quelle est ta définition du Consent Management Platform et quelle est la fonction de cette plateforme ? La fonction a été bien décrite, permettre à l'utilisateur d'exprimer des préférences. Mais des préférences sur quoi ? Sur des finalités d'utilisation des données, mesures d'audience, études marketing, publicité tout court, publicité personnalisée, personnalisation des contenus, géolocalisation publicitaire. Et on peut en faire une grande liste, ce sont les métiers qu'on a. Et d'exprimer ses préférences par rapport à une information qu'on lui fournit, il faut pouvoir lui dire des choses claires et courtes. Et il faut qu'il puisse manifester sa volonté. La définition du consentement, elle n'a pas changé avec le RGPD, elle était la même avant depuis 1995. Une manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle j'accepte un traitement de mes données. Les bandeaux cookies dont on a parlé ont été discutés et négociés avec les régulateurs. De 2009 à 2013, en France, toutes les associations professionnelles discutent avec la CNIL, qui aboutit à un choix. On va faire une phrase courte avec un bandeau. Et puis les gens peuvent en savoir plus. Et derrière le en savoir plus, ils en savent vraiment beaucoup plus. Et les CMP, en fait, elles cherchent à
aussi simplifier les 25 pages qu'on laisse à lire à l'utilisateur pour que ce soit 5-6 choix en fonction des finalités. Donc c'est un outil d'ergonomie et de simplification pour permettre aux gens de s'exprimer. Alors, puisque tu es avocat, je vais te laisser la main sur la seconde question et j'aimerais avoir aussi l'avis des technologies ou en tout cas des opérateurs publicitaires ou opérateurs techniques. En l'état actuel de la réglementation, la CMP est-elle obligatoire ? Le recueil d'un consentement est obligatoire, la manière de le faire est libre. D'accord. Mais il faut pouvoir le prouver, ce consentement, depuis le RGPD. Cette preuve du consentement, c'est une obligation nouvelle qui entre en vigueur en mai 2018, et c'est là que ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement dire que les gens ont consenti parce qu'ils ont scrollé ou cliqué dans la page qu'ils sont en train de visiter qui contient des traceurs. Ils ont consenti, il faut qu'on en garde une trace. Et la trace, c'est l'expression de leur volonté sur quelque chose où il y a un clic, où il y a une action qu'on va pouvoir enregistrer. Cette preuve du consentement, elle va être nécessaire ensuite dans les réseaux publicitaires pour qu'on se repasse et la data et le consentement qui va avec. Histoire qu'on puisse dire, cette conformité RGPD, qui l'a obtenue et est-ce qu'on a à la fois des droits qui accompagnent une donnée. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire pour le marché quand on veut savoir qui est responsable de se conformer à la loi. Merci d'avoir clarifié cette question hyper importante, à savoir effectivement l'obligation autour de cette fameuse CMP. Ce que j'en retiens, c'est que c'est la preuve du consentement qui est obligatoire depuis le 25 mai. Ton avis, au-delà de ton avis, puisque là on a été hyper clair en ce qui concerne l'état actuel de la réglementation, Amaury, c'est quoi ton observation ? On a une approche déjà et un lien quand même très clair par rapport à du marketing direct. Et donc on sait qu'il faut qu'il y ait un consentement explicite. On le voit d'ailleurs, on l'avait vu sur l'email, avec des notions d'opt-in, d'opt-out d'abord, et puis ensuite d'opt-in pour essayer justement de clarifier ce marché, qui est en train de se déployer à une autre forme de data, qui est la collecte d'informations en temps réel, alors qu'avant elle était quand même beaucoup plus limitée à l'email. Et donc le point suivant après, c'est d'arriver aussi à avoir une compréhension et une interaction avec l'internaute, et voir une simplification, parce que là, encore une fois, c'est une collecte en site par site, avec un certain nombre d'acteurs, sachant que l'internaute va devoir aussi naviguer sur chaque site et redonner cette même acceptation dans la limite où il voit bien cette plateforme et où, voire, il la comprend. Merci Amaury. Michael ? Pour compléter ce que disait Étienne, effectivement, terminer la définition de la plateforme de recueil de consentement, la preuve du consentement obtenu est la dernière dimension de ce qu'on appelle une CMP. Le système de recueil de consentement est fait par un tiers et ce tiers doit s'assurer que la preuve pourra être opposée en cas de contrôle. Donc c'est effectivement un point important. Après, la deuxième dimension qu'il y a dans la question, qui est est-ce que c'est parce que j'ai une CMP que je suis en conformité avec la loi, qui est un autre sujet. Mais merci de poser la question. Et on voit, parce que, voilà, très honnêtement, et on voit évidemment que pour l'instant, la CMP, elle permet effectivement de se mettre en conformité, mais que la manière dont elle est utilisée aujourd'hui est loin de procurer une conformité dans tous les cas. Donc il y a encore, c'est encore un peu le Far West, et on a beaucoup de formes de consentement différentes, dont même la plupart ne sont pas encore tout à fait conformes. Il y a une pression concurrentielle, il y a une pression légale, il y a une pression business. Ça fait que le client, la marque, l'annonceur a quand même un petit peu de mal à se placer tout de suite sur la dimension la plus stricte du recueil de consentement. Donc tout le monde joue un petit peu avec le timing, avec la pression du régulateur. Mais beaucoup d'équipes se préparent et ont déjà des dispositifs qu'elles peuvent actionner rapidement. C'est un des avantages d'une plateforme comme ça. Merci Mickaël. Olivier, quel est ton avis ? Alors de mon côté, je ne vais pas trop me prononcer sur la partie réglementaire et juridique, c'est pas mon métier. Par contre, c'est vrai que la CMP va avoir une importance primordiale au niveau business, puisque aujourd'hui, de nombreux acteurs vont commencer à travailler uniquement avec des prestataires et des partenaires qui sont accompagnés de CMP. Donc pas d'obligation légale, mais obligation business, d'une Alors, certaine manière. Obligation légale. Aux yeux d'un certain nombre d'annonceurs ou d'opérateurs publicitaires. Alors l'obligation légale, elle est là, il faut demander les consentements, mais au-delà des personnes qui vont un petit peu prendre leur temps pour voir comment ça se passe ailleurs avant de mettre en place, ces personnes-là se coupent en partie d'un revenu, puisque beaucoup de plateformes programmatiques vont attendre les consentements pour pouvoir acheter des inventaires par exemple. Alors, merci pour ce point-là, parce que ça se demandait... pardon, Amaury, tu avais un point que tu voulais évoquer. La plateforme qu'on a construite intègre un contrôle
des ads.txt par exemple et de la mise en place des CMP, qui est fait automatiquement et après avec un contrôle de l'opérateur dans notre plateforme, qui fait que de fait, je ne peux pas activer de publicité sur un utilisateur et sur un site où une CMP n'a pas été activée. Donc il y a effectivement un impact business qui est important. Alors, merci pour ces précisions et ce point, parce que la troisième question, qui rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la CMP n'est pas une sorte d'auto-régulation du marché qui anticiperait une autre réglementation que beaucoup que beaucoup de personnes attendent de manière fébrile, à savoir le e-privacy, qui doit normalement rentrer en vigueur en 2019. Étienne, est-ce que tu peux nous donner des informations avant que l'on donne notre avis sur cette notion d'autorégulation du marché? Est-ce que tu as des nouvelles concernant e-privacy? E-privacy ne sera pas discuté ou finalisé avant au moins octobre 2019. D'accord. Il y a des élections européennes, l'installation d'une nouvelle Commission européenne. Là seulement, les États membres commenceront à terminer le débat. Il a commencé en janvier 2017, lorsque ce projet de règlement a été lancé, pour venir compléter le RGPD. Et pour l'instant, la nature ayant horreur du vide, les CMP fleurissent dans le cadre de frameworks professionnels, notamment celui de l'IAB Europe, le TCF. Les régulateurs interprètent le RGPD avec une exigence de consentement qui n'est pas satisfaite par 99% des CMP sur le marché. Et puis on vient de voir tomber à la fin de... Tu viens de dire, tu dis que 99% des CMP du marché ne satisfont pas ce que demande le règlement. Si les régulateurs s'exprimaient clairement, ouais, ma phrase serait plus facile à prononcer. D'accord. Donc on est dans une période où on sait ce que nous dit le RGPD sur la définition d'un consentement. On sait ce que nous ont dit les régulateurs sur la manière dont on pouvait consentir aux cookies, c'est-à-dire une manière plutôt très implicite. Je vois un bandeau, si je passe comme ça et que je clique dans la page, j'ai tout accepté. Ça marche depuis 2009. Ça a été finalisé par les régulateurs en 2013. On est en 2019. Officiellement, on vit encore dans ce régime un peu à la cool, sur un consentement plutôt implicite. Et les CMP, il n'y a aucune raison qu'elles viennent inventer une situation de consentement beaucoup plus dure, tant que les régulateurs vivent là-dessus. D'accord. Mais, fin 2018, début 2019, des sanctions viennent de tomber, lourdes, sur les caractéristiques du consentement. Et là, il n'y a plus une CMP qui est conforme, sauf celles qui sont passées sous le coup de mise en demeure et qui sont ressorties avec un bras en moins, une jambe en moins, des bras du régulateur, et qui sont sur des UX, des expériences d'expression du consentement, une clarté de l'information des personnes, le caractère explicite de « j'ai dit oui à ci, mais j'ai pas dit oui à ça ». Tu penses à des gens comme Single Spot, par exemple? Je pense aux 4 mises en demeure en matière de marketing mobile qui ont été lancées entre juillet et novembre 2018 et qui se terminent là, ce premier trimestre 2019. Je pense à la condamnation de Google à 50 millions d'euros le 30 janvier sur le 21 janvier sur la manière de recueillir un consentement valable. Et donc là, ça y est, on est rentré dans le dur de l'application réglementaire, mais non pas à travers des lignes directrices, ce qui faciliterait la vie à tout le monde pour faire des CMP propres, mais à travers des sanctions. L'inconvénient d'une sanction, c'est que ça dit ce qui est mal, mais ça ne dit pas comment faire bien. D'accord. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de règlement e-privacy. On a des régulateurs qui tapent dur sur les exigences du consentement, et puis un marché qui a trouvé la mécanique de la CMP pour pouvoir avoir des preuves de consentement et se repasser des données à condition qu'il y ait un bout d'expression du consentement, sauf que personne ne sait exactement ce que veut le régulateur. Donc aujourd'hui, ceux qui sont passés sous les fourches des exigences du régulateur, ils en ressortent moins bien, si j'ose dire, en termes de volume de données, mais au moins ils sont conformes à des exigences. À zéro, c'est quasiment pour ces acteurs. C'est pas ça, mais en fait, l'exigence du consentement n'a pas été faite pour recueillir 99% de consentement. Et c'est aujourd'hui le taux qu'on peut voir sur certaines CMP, c'est-à-dire qu'en fait, si les gens ferment les yeux, elles sont réputées avoir consenti. Ce qui était d'ailleurs ce que les régulateurs permettaient. Donc on est dans ce virage où les CMP sont des outils absolument indispensables pour les acteurs économiques, qu'il faut que l'utilisateur comprenne, et ça devient quand même compliqué de répondre sur plusieurs finalités, de cocher des cases. On veut voir son article du Monde ou du Figaro, je veux dire, on n'est pas venu fournir des réponses au marché publicitaire. L'utilisateur, il a une question d'ergonomie, et tout ça dans une sécurité juridique qui est en construction, c'est-à-dire elle est nulle, elle détruit de la valeur parce qu'on n'a pas assez de sécurité juridique. On peut tous avoir peur d'être sanctionnés, mais on ne sait pas comment bien faire. Voilà où on en est pour l'instant. Merci pour ces précisions, Étienne Amaury.
ton avis sur justement cette autorégulation du marché en attendant e-privacy. Ça pourrait être un titre, ça. En attendant e-privacy. C'est ça. Bon, il y a plusieurs approches. Après, plus on collecte de la donnée, plus il faut être capable aussi d'être transparent. Moi, je suis assez partisan, en tout cas dans les technologies qu'on a mis en place, d'être sur des approches plus contextuelles et cookie-less pour être capable de travailler sur cette approche d'une publicité à un moment donné sur une durée courte va être optimisée, adaptée par rapport à ce que l'utilisateur a pu exprimer à un moment donné. Donc, très contextuel et finalement serviciel, sur lequel j'ai peu de données ou pas de données qui sont collectées, parce que là, je suis en temps réel. C'est une forme. Et on voit bien ce marché qui est en train de grossir aussi de cette partie-là, avec du refus pur de cookies par les navigateurs, qui amène quand même et qui a un impact sur le marché publicitaire colossal. Donc le moins que plus, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Maintenant, on est en train d'arriver effectivement sur une régulation où il va falloir qu'il y ait des ententes pour développer des outils qui vont permettre derrière de faciliter cette collecte d'informations, sachant que de l'autre côté, les régulateurs et potentiellement même le marché au global va devoir aussi accompagner les acteurs du marché. Parce que le fait de mettre en place des outils qui ne sont pas explicités au tout début de l'utilisation de la vie numérique d'un internaute, c'est-à-dire du plus jeune âge jusqu'au plus ancien, doivent être capables de savoir ce qui se passe, comment le marché fonctionne, pourquoi quand il y a ces données, c'est parce qu'il y a la publicité, qui apporte un contenu. Et toute cette approche-là, aujourd'hui, on s'est protégé et on met en place des outils pour répondre. Et de l'autre côté, on n'est pas du tout accompagné pour faciliter cette capacité d'offrir encore aujourd'hui un contenu gratuit. Quand tu dis de l'autre côté, on n'est pas accompagné, à qui tu Accompagné parce qu'il faudrait avoir une formation, une intégration une information et une formation sur l'ensemble des utilisateurs du marché. Donc à l'école, en université et au-delà, jusqu'aux maisons de retraite, pour être capable aussi. Alors il y aurait une sorte de, après le code de la route, il y aurait une sorte de code de navigation Internet. C'est vrai que cette éducation-là de l'utilisateur qui ne paye pas un service pourtant de qualité et qui se finance par la publicité ne peut pas passer par un régime de consentement dur, parce que sinon il est interdit de fournir un service tant que les gens n'ont pas accepté sa rémunération publicitaire. Et ça, c'est l'équation économique à l'envers. Les services fonctionnent gratuitement grâce à la publicité, les utilisateurs n'ont donc pas à débourser d'argent. Cet équilibre-là, aujourd'hui, les régulateurs de la vie privée ne sont pas chargés de le trouver. D'accord. Ils sont en charge de la vie privée, point barre. Merci pour ces précisions, messieurs. Michael ? Oui, pour revenir sur ce que disait Étienne, c'est vrai qu'on a vu dans quelques situations concurrentielles des DMP dont l'argument de vente était avec nous, vous avez un plus fort taux de consentement qu'avec un tel ou un tel. Donc effectivement, c'est l'effet pervers entre guillemets du marché. Et voilà, bon, ça c'est une réalité, c'est malheureusement une réalité qui vient de la pression du business et donc de l'enjeu pour chacun de défendre son activité. Mais néanmoins, ça montre à quel point il y a encore énormément de chantiers, énormément de sujets à travailler. Et je rejoins complètement Étienne sur le fait que les CMP aujourd'hui permettent de faire beaucoup de choses. Une des raisons d'adopter une CMP, c'est que la réglementation va évoluer, des changements, il y en aura. Le sujet est loin d'être stabilisé. Il est en plus, pour ceux qui ont des activités globales, internationales, différents dans chacun des pays, en Europe homogène ou presque, mais en tout cas différents des consorts d'Europe, et que par conséquent ce sujet à traiter à la main, en mobilisant quelques développeurs pour faire des développements en dur, etc., est un sujet qui va vite venir un casse-tête à l'échelle des groupes, des roadmaps techniques, etc. Une CMP européenne, une CMP asiatique, une CMP nord-américaine, sud-américaine. En tout cas, voilà, l'enjeu de la CMP, c'est d'arriver à couvrir ou d'offrir une multitude de réglages possibles permettant d'être homogène sur l'ensemble. Donc ça, ce sont des points qui sont effectivement importants et qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Très bien, merci Michael. Olivier. Ce que j'ajouterais, c'est ce qui est très important, c'est que le marché puisse s'orienter vers des standards, et notamment le Transparent Consent Framework de l'IAB, puisque l'idée, ça serait plutôt d'essayer d'aller tous vers le même standard, plutôt que de chacun essayer de faire ses technologies et son passage de consentement maison. Merci Olivier. Étienne, tu voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Olivier. Il y a plusieurs formes de standards qui se cumulent et qui sont absolument indispensables les unes aux autres. Le standard technique proposé par l'industrie permettant de n'accepter des données que si elles sont accompagnées d'une forme de consentement. Le standard juridique qui consiste à dire quelle doit être cette forme de consentement.
Et donc aujourd'hui, on a une adoption très 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 rapide de ces standards techniques, puisque les acteurs économiques ne récupèrent pas de données s'ils n'ont pas quelque chose qui les rassure. Mais la chose qui est en train de les rassurer de plus en plus peut devenir éventuellement mortifère si on est tous contents d'avoir un magnifique consentement avec zéro data derrière. Ouais. Donc cette question du standard et du bon point d'équilibre, elle est devant nous encore, parce que c'est cette solution technique qui se standardise très vite parce que tout le marché en a besoin, et puis des réponses juridiques qui ne sont pas encore stabilisées. Alors, merci, tu fais une transition avec la prochaine question, puisque tu parlais de données qu'il y avait derrière les CMP, notamment, entre autres. A-t-on des informations sur les niveaux de consentement de la part des utilisateurs lorsque ces derniers sont sollicités pour répondre? Oui, Michael. alors, on en a discuté, on a quelques chiffres. Alors, la première chose, c'est que on a énormément de clients qui se demandent effectivement ce que c'est que de bien recueillir le consentement. Donc là, énorme demande sur le marché. Et donc, depuis le 25 mai, on a lancé pendant l'été une étude auprès d'un certain nombre de clients qui avaient déployé des systèmes de consentement pour recueillir quelques données. Peu importe, entre guillemets, les taux, ils sont, en tout cas, première information, ils sont extrêmement variables d'un secteur d'activité à l'autre et d'un site à l'autre. Parce que les dispositifs de recueil de consentement ne sont pas du tout les mêmes, ce n'est pas du tout homogène. Donc ça va de la popine qui prend quasiment l'intégralité de l'écran jusqu'au petit bandeau qui est en bas. Et évidemment, en fonction de ce qu'on choisit, on peut accéder au contenu ou pas, et donc ça crée des freins ou ça pousse à donner son consentement. Donc ça, c'est une première dimension. On a des taux qui vont de 16%, par exemple, à 92-95%, mais avec une diversité de situations énorme. Et pour avoir discuté avec Donc, quelques... il n'y a pas de moyenne? La moyenne, en fait, vu ce qu'on a observé, la moyenne n'a pas énormément de sens. On la situe, nous, à 66% en moyenne, sur ce qu'on a mesuré. Néanmoins, ça nous semble une moyenne qui n'est pas tout à fait... comment dire qui mériterait d'être vérifiée. En tout cas, l'écart type est tellement fort autour de cette moyenne que Ok. cette moyenne, elle perd énormément de sens aussi. Mais D'accord. en tout cas, c'est un point de repère qu'on peut utiliser. Et puis, quand on discute avec les acteurs de la pub, ils considèrent que 85% de consentement, c'est un taux qui est très bon par rapport à ce qu'ils voient passer. D'accord. Donc, si on arrive à 85%, ils sont déjà très contents, entre guillemets. Hein, voilà, c'est une façon de formuler les choses. Ça n'empêche pas certains peut-être d'être au-dessus ou d'autres peut-être d'être un petit peu en dessous, mais en tout cas, c'est un taux qui est considéré par les régies comme une deuxième meilleure solution par rapport à ces sujets-là. Merci, Michael. Olivier, est-ce que tu as des infos sur ce sujet? Oui, alors nous, on constate des taux quand même assez élevés, aux alentours de 85%, avec des acceptations. Après, c'est vrai que cette acceptation, qu'est-ce qu'elle cache vraiment derrière? Est-ce que c'est j'ai envie de lire mon article rapidement et j'accepte, ou j'ai envie de naviguer sur 4-5 pages pour faire un choix et ensuite accéder à mon article? C'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai tendance à accepter tout de suite, sans forcément lire le détail, et pourtant, je sais ce qu'il y a écrit dedans, quoi. Donc, Merci, Olivier. Amaury. Deux choses potentiellement. Alors, j'ai eu quelques chiffres par Cancast, qui a développé une très belle plateforme, qui s'est bien déployée sur le marché, qui a fait un très beau travail dessus, où il m'annonçait entre 55 et 98% de collecte. Je me suis intéressé aussi à... Tu parlais des quartiers tout à l'heure, c'est pas mal. Là. Voilà, donc 1 pour 2 sur les variables les plus fortes. Et je me suis posé aussi une autre question, qui était de dire à quel point potentiellement elles sont vues, puisque potentiellement elles pourraient être bloquées, puisqu'elles sont adservées. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ce sujet-là, avec un acteur du marché qui m'annonce dans les 15% potentiellement d'ad blocking des plateformes, sachant que sur le marché français, on est plutôt sur une approche globale d'adblocker qui est plus très loin, il me semble, des 30%, un petit peu inférieur et en progression constante depuis un certain nombre d'années. Merci, Amaury. Étienne? Si on applique exactement ce que les régulateurs se préparent à demander, il faut 5% de consentement en objectif, mais pas plus. D'accord. D'un point de vue business, c'est pas terrible. C'est ce qu'on appelle la consent fatigue. Et en fait, les régulateurs y contribuent, à force de multiplier l'information, d'avoir des choix de plus en plus spécifiques. Soit on organise une machine à ne pas se protéger, parce qu'on va tout accepter en préférant l'immédiat à la vie privée. Soit on va créer une machine à tout refuser, et cette machine-là, elle va détruire les emplois. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, justement, puisqu'on parlait de destruction de valeur à l'instant, on va parler de destruction potentielle de valeur du point de vue de l'internaute. Je m'explique.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe avec un process de consentement censé améliorer la protection des données utilisateurs, mais qui dégrade l'expérience utilisateur? Existe-t-il des pistes d'amélioration du recueil de consentement? Étienne. Il y a une piste juridique qui a été évoquée au début du projet e-privacy et qui revient depuis très récemment en fanfare. On va laisser le navigateur gérer des whitelists de cookies. Et si ça, c'est la bonne manière de faire simple, c'est surtout la bonne manière de créer des monopoles. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acteurs qui auront le cookie dans leur whitelist, sauf ceux qui sont absolument incontournables. Et il y a cette tension entre faire simple et protéger. Il y a cette tension entre éviter la dissémination des données et puis favoriser les plus gros. La protection de la vie privée, à mon sens, le rêve de celui qui veut protéger au plus la vie privée, c'est pas de faire en sorte que les données de tout le monde sont entre les mains d'une dizaine d'acteurs. À mon sens, c'est pas ça la protection de la vie privée. Mais il y a donc cette tension entre avoir une information qui est liquide et qui reste protégée. Aujourd'hui, si on cumule les obligations juridiques d'information des personnes, on leur dit des choses compliquées qui ne sont pas compatibles avec un acte de navigation. Et si on leur dit des choses trop simples, on peut être accusé de les tromper. Quand les régulateurs réfléchissent à l'UX, ils ne souhaitent que avoir une meilleure information des personnes, certes la plus simple possible, mais qui leur permette de refuser tout. Et ça, ce n'est pas vraiment compatible avec les objectifs des entreprises. C'est pour ça que je parlais de point d'équilibre. Et comme tu le disais, une réglementation complexe qui est faite pour de très bonnes raisons aboutit à une UX qui fait que les gens soit se protégeront plus, soit refuseront tout. Merci Étienne pour ces précisions et pour ton analyse. Amaury, ton avis? Moi, je peux que aller dans ce sens-là. Je ne crois pas que ces dernières années, l'ensemble de l'écosystème local, et pas nécessairement global, ait eu une progression d'activité à la hauteur de la progression des dépenses sur le marché. Et donc, on voit bien les groupes de presse, on voit bien même la diversité dans l'écosystème global. Moi qui venant aussi de l'affiliation, on a eu une époque avec une énorme diversité d'acteurs, de micros-éditeurs, de micro-marchands aussi, qui ont évolué. Comment ces acteurs-là aujourd'hui ont une capacité et de comprendre la législation et des outils pour la mettre en place ou d'investir. Donc on a une baisse des rémunérations, une augmentation de la complexité et donc un besoin de surinvestissement. Moi, quand je vois deux courbes qui sont comme ça, c'est trop tard. On peut investir que quand on a de l'argent et quand on est en croissance. C'est comme ça qu'on construit. Donc là, on ne peut pas et on ne va pas y arriver. Donc effectivement, on est en train de se diriger vers une approche assez complexe pour l'écosystème, pour cette approche globale des acteurs et pour soutenir une activité dont on a besoin. Merci Amaury. Olivier, ton analyse, expérience utilisateur et obligation auprès de ce même utilisateur. C'est quelque chose de très nouveau, de demander à un utilisateur de faire des choix sur un site web. Donc on peut dire sur une première version, une première proposition du moins. Après, c'est sûr qu'avec les évolutions des lois, etc., les plateformes vont changer. Le recueil du consentement peut-être, est-ce qu'il va être positionné ailleurs au niveau d'un navigateur, au niveau d'un fournisseur d'accès Internet. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, à ma position, j'en sais pas plus que ça au niveau de cette loi. Mais c'est vrai qu'il y a très certainement des pistes d'amélioration, en tout cas pour l'utilisateur, qui ne profiteront peut-être pas aux sociétés du marché. Merci Olivier. Michael? Oui, je pense que le RGPD, de façon générale, est un sujet pour lequel, chez Commanders Act, on a eu plutôt un a priori positif, au sens où il est aussi le signe de la maturité de l'économie digitale, de l'industrie digitale, de la globalisation, de la transfo digitale des entreprises. Et il y a donc un certain nombre de sujets qui sont tout à fait valides et intéressants. Le consentement est une dimension. Je rejoins Étienne aussi pour dire que là, effectivement, le consentement, on sait ce qui n'est pas bien, on ne sait pas ce qui est bien, et donc ça plonge le marché dans une perplexité quand même assez soutenue. On a énormément d'échanges avec les clients dont on voit qu'ils cherchent à bien faire, mais qu'ils ne savent pas comment bien faire. Donc c'est des sujets effectivement très, très, très importants. Reste que sur ce marché, il faut qu'on passe à une période où on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut que ça s'accélère un petit peu, entre guillemets, parce que la période de transition là, est terrible. Et même quand on regarde les dernières discussions avec la CNIL, quand on voit qu'il va falloir proposer un bouton tout accepté, mais aussi un bouton tout refusé pour être dans une symétrie parfaite,
Je ne vois pas, dans le rapport que les gens ont avec la publicité de façon générale, le Français moyen, le consommateur, nos proches, etc. Un besoin de publicité. Oui, je ne vois pas ce qui les pousserait à dire j'accepte. J'accepte tout, j'accepte une partie. Donc je trouve qu'il y a un énorme enjeu pour l'industrie, effectivement. Alors, elle a commencé à prendre la parole, à structurer, à s'approprier les éléments, à discuter avec les régulateurs, à être soutenu, à échanger avec des spécialistes comme Étienne. Mais il y a encore énormément de boulot et c'est un peu angoissant de temps en temps. Et le dernier sujet, c'est qu'effectivement, je ne suis pas persuadé que de concentrer. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook et Cambridge Analytica. Quand l'information est trop concentrée, c'est là qu'il y a justement des enjeux. Quand elle est dispersée au travers d'une multitude d'acteurs, on a un risque qui est finalement sociétal beaucoup moins fort. Donc c'est un sujet sur lequel parfois on a l'impression que l'ambition était bonne, l'intention était bonne, mais qu'on arrive à quelque chose qui est presque le contre-pied de ce qu'on voulait instituer ou organiser. Donc à suivre. Merci Michael. Tu voulais réagir, Amaury, sur ce sujet et on arrêtera l'émission. Pour faire très court, je crois que le seul moyen d'engager l'internaute, c'est qu'il ait un intérêt direct et compréhensible et qu'il ait une capacité de gérer cette information-là, avec en contrepartie, non pas une protection professionnelle, mais un intérêt direct. Du contenu contre de l'information, ça paraît pas illogique, puisqu'aujourd'hui, s'il veut du contenu, il va falloir qu'il le paye. Et une deuxième information, c'est qu'en fonction de ses besoins, il peut activer ou pas la collecte et la récupération d'informations contre potentiellement autre chose, un gain direct qui est une auto-rémunération, c'est-à-dire une récupération de ce qu'il alloue, de manière à ce que dans l'écosystème, le média profite de cette donnée pour être capable d'apporter un ciblage qui va générer un chiffre d'affaires auprès d'un annonceur, qui lui va en profiter, et dont l'internaute va récupérer aussi une quote-part d'intérêt direct, avec potentiellement un discount, comme on a en affiliation, une forme de cashback intégré, où chacun retrouve un équilibre sur l'ensemble du marché. Merci Amaury, merci messieurs pour nous avoir éclairés comme on peut, avec les lampes torches que nous avons en notre possession aujourd'hui autour de la CMP et effectivement du RGPD. Je vous remercie beaucoup, c'était un sujet assez technique mais qui était grâce à vous extrêmement clair. Merci à vous. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la compatibilité des Consent Management Platform, CMP, avec la règle générale de la protection des données, RGPD. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. En l'état actuel de la réglementation, la CMP n'est pas une obligation, mais le RGPD stipule que la preuve de consentement est obligatoire. La CMP est donc un outil nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires. 2. Le niveau de consentement des utilisateurs sollicités par les CMP est très variable. On considère qu'un taux de consentement satisfaisant est de l'ordre de 85%. 3. Une réglementation trop rigide autour du consentement pourrait s'avérer mortelle pour un certain nombre d'acteurs économiques sur Internet. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bayer Media Développement et Ligatus pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.